Bonsoir à tous. Je vois que les connexions sont en train de se faire. Donc, vous êtes arrivés au bon endroit. Euh, on va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Ok, je vous propose qu'on démarre. Donc, je suis Grace François, je suis neurologue au CHU de Lille et avec le docteur Elsa Mana, nous organisons depuis 2023 les rencontres d'éthique de la neurologie de la Société française de neurologie. Bienvenue à la première rencontre de la quatrième édition de ces rencontres de neurologie. Après avoir abordé les problématiques de consentement dans les pathologies neurologiques, de fin de vie et les questions qui a trait aux neurotechnologies, cette année, nous avons choisi le thème de la thérapeutique sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous parlerons de la question des arbitrages médico-économiques liés au traitement et des questions éthiques d'un point de vue macro par rapport aux questions éthiques que nous, on peut se poser en thérapeutique vis-à-vis de nos patients en consultation. Euh, la prochaine rencontre se passera aux Journées de neurologie de langue française en avril concernant le refus de traitement. Euh, en juin, nous aurons une troisième rencontre qui concernera l'innovation thérapeutique. Je vous souhaite la bienvenue et sans plus attendre, je passe la parole à Paul Louveil-Dubuc, qui est le modérateur de cette session. Merci beaucoup à vous, Grâce François. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis Paul Louveil-Dubuc, docteur en philosophie, responsable du pôle recherche à l'espace éthique Île-de-France, et il me revient de présenter cette première rencontre éthique, dont le thème est l'accès aux traitements médicamenteux en neurologie et plus généralement l'accès aux soins. Alors, cette séance est motivée par une question plus précise qui vient d'une préoccupation partagée par les neurologues, mais dont on peut dire qu'elle est partagée au-delà par toutes les spécialités médicales. Quelle est la part de responsabilité des neurologues dans la disponibilité des traitements et plus généralement dans l'organisation du système de soins? Est-ce qu'ils ne portent aucune responsabilité? Est-ce qu'ils portent une responsabilité? Et comment qualifier cette responsabilité? Et ce questionnement lui-même, si on essaie d'en faire une généalogie, je serai très bref puisque nous avons peu de temps et des intervenantes très intéressantes. Ce questionnement provient lui-même d'un inconfort éthique, celui de se trouver face à des patientes et patients dont les neurologues savent dans certains cas que les traitements pourront leur être bénéfiques, par exemple les soulager d'une douleur, améliorer leur qualité de vie, voire leur santé. On touche donc ici à une tension constitutive de la médecine et de l'éthique médicale, qui peut être formulée, si on utilise des concepts classiques en bioéthique, comme une tension entre, disons, bienfaisance et justice. Mais on touche peut-être plus profondément à ce qu'on pourrait appeler, dans les termes de la sociologie de Luc Boltanski, à une épreuve énonciative. Que dire aux patients? Quel rôle performer? Quel rôle jouer? Celui d'un allié face à un système injuste ou celui d'un agent comprenant et étant en accord avec les décisions de l'État, avec les exigences d'un système, quitte à risquer d'être perçu comme
un traître et de rompre ce qu'on appelle parfois l'alliance thérapeutique? Ou encore, y a-t-il un autre rôle à inventer? En d'autres termes, quelle conduite doit tenir le professionnel, tiraillé parfois entre ses convictions propres, celles de ses patients, les arguments de l'État à travers notamment les agences sanitaires qui s'expriment en son nom? Alors, quelles que soient les réponses que l'on peut donner à ces questions, un préalable avant d'y répondre est d'essayer de comprendre les décisions qui sont prises par les agences sanitaires et par l'État de façon plus générale. C'est précisément ce que Grace François, neurologue au CHU de Lille, qui s'est présenté tout à l'heure, a jugé pertinent de faire à l'occasion de cette séance, en interrogeant les justifications éthiques et économiques d'avis donnés par la Haute Autorité de Santé ou de décisions prises par le législateur. Je laisserai Grace François spécifier ses avis et décisions. Et Clémence Thébault, donc, qui est maître de conférence en économie de la santé à l'Université de Bordeaux, tentera de répondre aux questions de Grace. Alors, les travaux, réflexions de Clémence sont très pertinents pour nous, ici, dans cette séance, puisque Clémence travaille justement en tant qu'économiste à l'articulation des questions d'éthique et en particulier de justice et d'économie de la santé. Et donc, nous aurons pendant cette petite heure le plaisir d'entendre ces deux personnes dialoguer. Et je vais donner tout de suite la parole à Grace François pour initier cette discussion. Merci beaucoup pour cette introduction, Paul Lou. Je, je vais donc présenter la trame de notre discussion. Ça va en effet être un échange entre Clémence Thébault et moi-même qui s'articulera autour de trois grandes questions. D'abord, la question de l'arbitrage concernant le remboursement de nos traitements. Notamment, on s'intéressera, on débutera ce questionnement à partir d'un exemple précis, la question des traitements des anti-CGRP dans la migraine. Ensuite, nous travaillerons ensemble les questions éthiques qui a trait à la pénurie d'immunoglobulines. Et puis, dernièrement, en dernière partie, si nous avons le temps, euh, j'aimerais qu'on aborde ensemble les enjeux financiers dans le cadre des professions hospitalières et notamment l'engagement que nous pourrions avoir, nous, en tant que soignants à l'hôpital, pour questionner cet aspect-là de notre quotidien. Alors, nous allons débuter avec ce premier sujet, l'arbitrage du remboursement d'un traitement. Euh, Rapidement en introduction, je veux rappeler que nous avons pris le parti de parler enfin, notre volonté aujourd'hui est d'extraire de cette discussion les enjeux éthiques qui peuvent se poser pour le neurologue, mais aussi pour le décideur. Et donc, on va partir d'un cas précis, mais notre objectif n'est pas de faire un plaidoyer pour ou contre le traitement dont on parlera, mais bien d'essayer d'identifier ensemble les nœuds, les tensions qui se situent et pourquoi elles sont là d'un point de vue éthique. Euh, je vois déjà apparaître une première question concernant le lecanemab, enfin, ou les traitements anti-amyloïdes. Nous nous sommes beaucoup posé la question d'en parler aujourd'hui. Ça n'est pas un gros mot, on pourra en parler. Mais c'est un choix réfléchi de ne pas être parti de ce sujet-là qui mériterait à notre sens en fait une séance entière probablement et qui est aussi un sujet brûlant d'actualité. On a préféré de partir d'un exemple qui avait une histoire un peu plus ancienne et sur lequel on a un petit peu plus de recul. Mais évidemment, il y aura des ponts qui se feront avec les questionnements actuels sur ce traitement. Donc, pour revenir à la question de ces thérapies innovantes, les anti-CGRP dans la migraine, euh,
Il s'agit donc de traitements qui ont été testés dans des euh, essais internationaux à partir de standards internationaux, dont l'objectif était de prouver une réduction de la fréquence des crises en nombre de jours par mois de plus de 50%. Il a été démontré que ces traitements, on obtenait une réponse d'environ 80% par rapport à d'autres molécules plus anciennes qui, elles, avaient démontré contre placebo. Dans les deux situations, c'était des essais qui étaient faits contre placebo, une efficacité aux alentours enfin, pardon, des réponses chez 40 à 50% des patients de cet objectif de réduction des crises de 50%. Euh, une AMM européenne a été obtenue dans une indication de patients qui présentent 4 crises par mois à partir de 2018. Et la France a donné une réponse qui n'a pas bougé depuis 2020 pour plusieurs molécules qui a autorisé une AMM dont l'indication concerne des patients qui ont 8 crises par mois et un échec de 2 traitements de fond. Euh, il a été évalué que donc l'amélioration du service médical rendu était classée de grade 5, ne permettant pas son remboursement. On constate que en Europe, nous faisons partie des deux exceptions, puisque 25 pays sur 27 européens ont autorisé le remboursement. Et les arguments de la commission de transparence de la HAS ont été formulés comme le défaut de réalisation des essais cliniques qui n'étudiaient pas ces traitements contre les traitements déjà antérieurement utilisés, mais contre placebo. Euh, un autre argument également euh, euh, donné était une évaluation insuffisante de l'amélioration de la qualité de vie des patients. Je me permets, en termes épidémiologiques, de donner juste quelques chiffres. Les populations cibles évaluées varient en fonction des auteurs. On a entre 18 000 et 55 000 patients en France qui pourraient bénéficier de ces traitements-là en fonction des sources. Aujourd'hui, il existe plusieurs molécules. Une fois qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu deux échecs de traitement de fond de migraine, il reste d'autres molécules à essayer. Euh, mais elles sont considérées par les neurologues comme étant de moins bonne efficacité que les anti-CGRP. Un autre traitement de deuxième ligne qui peut être utilisé reste la toxine botulique. Seulement, ce traitement n'a pas tout à fait le même cadre d'indication puisqu'il concerne des patients qui ont une maladie migraineuse chronique. Voilà, je précise à ce stade-là que moi je suis neurologue, ma surspécialité sont les pathologies cognitives et comme je vous l'avais dit en préambule, mon objectif ne sera pas d'aller beaucoup plus loin dans la présentation scientifique parce que ça n'est pas aujourd'hui le débat. Par contre, ce à quoi je veux venir aujourd'hui, c'est quelles sont les conséquences de cet état de fait? Eh bien, c'est un sentiment largement partagé chez les neurologues d'inconfort. L'inconfort qui a été bien présenté par Paul Lou en introduction, d'une conviction forte dans un traitement de la part des neurologues, d'une d'une volonté, probablement d'un inconfort qui naît déjà dans le sentiment d'impuissance vis-à-vis de certains patients qu'on n'arrive pas à améliorer avec les traitements qui sont les nôtres aujourd'hui, et la volonté de faire mieux en ayant une croyance, probablement une croyance forte dans ces traitements-là. Et donc, une incompréhension qui se retourne vers nos autorités de santé et envers les décisions qui ont été prises. À ce stade-là, et voilà. Et donc, de cet inconfort naissent des hypothèses de la part des neurologues.
naissent des hypothèses je pense que c'est important d'oser dire ce qu'on a en arrière-pensée. Euh, j'ai sondé avant de prendre la parole aujourd'hui, j'ai sondé mes collègues, et puis je me suis sondée moi-même aussi. Et je vous dis ce qui ressort, évidemment, ça n'est pas scientifique, c'est des sensations. Mais je crois que c'est de là que naissent les questionnements éthiques. C'est pour ça que je m'autorise à vous les dire aujourd'hui. Il y a une impression qu'on ne nous dirait pas tout sur ces décisions publiques, que des enjeux scientifiques, des enjeux économiques se cacheraient derrière ces décisions et qu'elles ne nous seraient pas clairement explicitées. Et en ça, je crois que c'est vraiment essentiel donc qu'on ait cette discussion aujourd'hui pour se dire si ce sentiment est justifié ou pas. Et ensuite, d'autres questions se posent, c'est mais quelle valeur accorde-t-on à la souffrance de nos patients? Nous, est-ce que la douleur est-elle prise en compte à la hauteur de ce qu'elle est? Est-ce que ce que nous, on reçoit comme parole de nos patients, le récit de nos patients, l'inconfort de notre patient, est-elle considérée à sa juste valeur? Puisque nous, notre sentiment, c'est oui, ce traitement serait justifié malgré ce prix-là. Et donc, à partir de maintenant, je m'en ouvre à la discussion. Ma première question pour vous, Clémence Thébault, c'est rappelez-nous d'un point de vue très innocent et pour nous, neurologues, assez ignorants dans ce domaine-là, quel est le parcours du traitement avant son remboursement et la fixation du prix? Merci beaucoup. Je suis ravie de cet échange qu'on a ensemble. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je remercie beaucoup les participants d'être avec nous. Je vais commencer, avant de répondre à votre question, par peut-être déclarer quelques conflits d'intérêts. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêts industriel. En revanche, j'ai travaillé à la Haute Autorité de Santé pendant 8 ans. Après, j'ai rejoint l'Université de Limoges et maintenant je suis à l'Université de Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis à la CESP, à la Commission d'évaluation économique et de santé publique de la HS, donc en tant qu'experte. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième conflit d'intérêt, c'est un peu ironique, mais j'avais et Paul Louvet-Dubuc, on en parlait, c'en est un, je suis moi-même très migraineuse. Voilà, donc j'ai une expérience de la maladie voilà, qui certainement nourrira peut-être certains de mes propos, mais je voulais être parfaitement transparente par rapport à ça. Euh, donc je vais rappeler le sujet, enfin le circuit du médicament. Donc très simplement, le labo développe son produit et à l'issue d'une phase 3, donc essai contrôlé randomisé, il va chercher à obtenir une autorisation de mise sur le marché qui va rechercher aujourd'hui en très grande majorité auprès de l'EMA, qui est une agence européenne du médicament. Et l'EMA va évaluer la balance bénéfice-risque et elle évalue la balance bénéfice-risque en se demandant si les bénéfices surpassent les risques. Une fois que le MA décide d'accorder une AMM dans une indication donnée, donc qui va être négociée, hein, également à la lumière des échanges avec l'industriel, tous les pays européens sont obligés d'accepter que le produit soit distribué chez eux. Mais en revanche, rien n'oblige les pays européens à accepter de rembourser le produit. Donc, une fois qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché, ils vont aller chercher le remboursement. Ça, c'est une décision de l'industriel, hein. Déjà, il y a des industriels qui peuvent ne pas chercher le remboursement. Et aujourd'hui, c'est une vraie question autour du prix du médicament. On dit que les prix dans certains pays européens sont trop bas et certains industriels renoncent a priori à aller chercher le remboursement. Alors, s'il décide de rechercher le remboursement, il va devoir rentrer dans un processus, d'abord pour obtenir l'accord du remboursement, et ensuite pour négocier le prix. Et ça, la négociation du prix, je dirais que c'est quelque chose de générique. C'est à partir du moment où une assurance maladie nationale décide de rembourser un médicament, il va rentrer dans une négociation de prix. Ça, c'est vrai pour le médicament, mais c'est vrai pour
pour tout. C'est vrai pour le prix des actes en ville. C'est vrai, voilà. Et c'est vrai pour une assurance maladie obligatoire, mais c'est vrai aussi pour une assurance privée. Une assurance privée de santé, elle va jamais rembourser quelque chose à n'importe quel prix. Elle va chercher à négocier le prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est induit par le processus de couverture sociale. Donc, à partir du moment où on cherche un remboursement par l'assurance maladie, on rentre dans la négociation. Alors là, il y a donc deux étapes en France. D'abord, il va soumettre son dossier auprès de la Commission de la transparence si c'est un médicament, ou de la CNEDIMS si c'est un dispositif. Euh, et là, il va avoir son produit qui va être évalué sur deux notes différentes, le SMR, service médical rendu, qui permet de déterminer si on va rembourser ou pas, si on va inscrire le produit sur la liste des spécialités remboursables. Et après, il y a une autre évaluation qui va être faite de l'ASMR, amélioration du service médical rendu. Et cette ASMR, elle ne sert pas à décider du remboursement, puisqu'elle a été déjà accordée. Elle va servir en fait à dire à quel point le produit, il marche mieux que ce qui existe déjà sur le marché. Et c'est ça qui va être utilisé ensuite par une troisième instance, qui est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui lui va être chargé de négocier le prix. Donc on a l'EMA d'un côté, qui octroie l'autorisation de mise sur le marché. Ensuite, on a la HAS qui rend un avis sur le service médical rendu pour dire, OK, compte tenu des données, on rembourse ou on ne rembourse pas. Il donne en plus un avis sur l'ASMR, mais cet ASMR, il sert en fait à un troisième institution qui est le CEPS, Comité économique du produit de santé. Alors le CEPS, c'est un organisme qui regroupe en fait tous les payeurs. Donc euh, sécurité sociale, assurance maladie, assurance complémentaire, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, ministère de l'Industrie. Et donc, en fait, là, on est vraiment dans de la négociation de prix. Et ça, cette négociation, elle est confidentielle. Et à l'issue de cette négociation, il y a un prix sur lequel les parties s'accordent. Et c'est celui qui est publié au JO. Et il faut préciser que en fait, ce prix est un prix facial parce que derrière, il y a des remises, en fait, plus ou moins confidentielles, pour certaines complètement confidentielles, sur lesquelles s'accordent donc le CEPS et l'industriel, et qui en fait consistent à ce que l'industriel redonne de l'argent en fait à l'assurance maladie, pour des raisons qu'on discutera si ça vous intéresse. Donc en fait, souvent, le prix facial peut être plus élevé que le vrai prix. Et là, il y a toute une discussion sur la transparence autour des prix, etc. Donc ça, on en parlera si vous souhaitez. Je voudrais juste préciser que la Haute Autorité de Santé, c'est une agence indépendante, une AAI, une autorité administrative indépendante, donc qui structurellement n'a aucun compte à rendre ni au ministère de la Santé, ni au ministère de l'Économie, etc. Donc ça, c'est la structure juridique même de la HS qui garantit cette indépendance. En revanche, le CEPS n'a pas d'indépendance, c'est pas du tout d'ailleurs son objectif, hein, c'est vraiment le représentant de la collectivité française élue à travers soit le ministère ou à travers les représentants des organismes d'assurance sociaux. Voilà, donc là, on est vraiment dans de la politique pure. Voilà, je voulais juste souligner cette distinction entre les deux. Alors, une fois qu'on a posé ça, je vais souligner deux spécificités du coup dans ce que je viens de décrire. La première, c'est que en France, on est dans une situation quand même particulière où en fait on décide qu'on rembourse un médicament avant de parler du prix. Et ça s'appuie vraiment sur un choix éthique qui est la décision de permettre à tous d'accéder à un soin, quels que soient ses moyens, en fonction de ses besoins. C'est une décision qui s'appuie sur la démonstration d'un gain d'efficacité pure. Donc il n'y a pas de considération économique, en tout cas explicitement. Hein. La commission de la transparence, ça n'est pas du tout officiellement son affaire. Mais après, on se retrouve dans un bras de fer très compliqué, parce qu'on peut avoir décidé de rembourser un médicament, et pour autant, financièrement, on a du mal à le soutenir, cette décision. Et donc là, on rentre dans de la négo, et donc tout ça amène les différents acteurs dans une situation qui est un peu compliquée. Alors c'est un peu, et ça c'est très particulier en France, parce que dans d'autres pays, comme en Grande-Bretagne par exemple,
En fait, on négocie les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on regarde le prix, on regarde l'efficacité, on regarde le ratio différentiel coût-résultat, et on dit, OK, compte tenu de l'efficacité, compte tenu du prix, OK, on rembourse pas. Voilà, donc je voulais d'abord insister sur ce point. Donc nous, officiellement, justement, le panier de soins remboursable, il est déterminé par la démonstration clinique de l'efficacité et pas par des considérations économiques, même si ça amène après, derrière, des tensions parce que bah, il peut y avoir des négociations qui aboutissent pas. C'est-à-dire, en fait, le CEPS n'est pas prêt à mettre le prix que veut l'industriel et du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc ça peut expliquer aussi que certains produits puissent ne pas être accessibles parce que les négociations ont pris trop de temps ou n'ont pas abouti. Parce qu'on ne peut pas obliger un labo à nous vendre son produit au prix qu'on lui impose. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il peut y avoir, si nos prix sont trop bas, comme je le disais au début, ben, il y a des labos qui peuvent décider de ne pas chercher le remboursement chez nous. Parce qu'en fait, il dit, de toute façon, les Français, ils paieront pas assez cher, donc moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et le troisième point, c'est qu'il peut y avoir aussi, enfin, des pénuries, hein, parce qu'on peut avoir accepté un prix, enfin, la négociation peut avoir abouti à un prix qui est jugé quand même assez bas par l'industriel, et du coup, le marché français va pas être prioritaire. Donc, c'est pas parce que on n'a pas pris en compte, c'est ça première conclusion, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas pris en compte la dimension économique dans la décision de rembourser un traitement que cette question économique va pas quand même arriver par la fenêtre à travers soit des négociations qui n'aboutissent pas, à travers des industriels qui renoncent au marché français, ou enfin à travers des pénuries qui sont une forme de conséquence indirecte d'un prix jugé trop bas par l'industriel. Donc ça, c'est un premier tour d'horizon. Alors, je voudrais juste compléter deux choses qui sont quand même super importantes. Enfin, sur un pas importante, je ne sais pas. On essaye d'intégrer aujourd'hui des considérations économiques à travers une commission. C'est celle que je mentionnais, qui est la Commission d'évaluation économique et de santé publique, la CESP. Et cette CESP, c'est donc une commission qui a la Haute Autorité de Santé et qui va évaluer le ratio coût-efficacité des produits. Mais l'avis de la CESP, il ne sert pas à décider d'inscrire sur la liste des spécialités remboursables. La CT travaille, rend son avis sur le SMR, qui détermine le fait que le médicament va être remboursé. L'avis de la CESP, il va être utilisé comme la SMR, comme un élément dans la négociation par le CEPS avec les industriels. Voilà. Ce qui a des conséquences, ça veut dire que même si on a un ratio différentiel coût-résultat, si vous le souhaitez, on y reviendra. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas la peine d'embrouiller la discussion avec ça. Mais en gros, si le médicament est très coûteux par rapport à ce qu'il permet d'apporter, voilà, ça n'empêchera pas la décision de le rembourser. Par contre, ça aura un effet sur la suite du process éventuel. En revanche, ça veut dire quand même que et je pense que c'est le point que vous souhaitez souligner. Ça veut dire qu'un traitement qui serait mal jugé par la commission de la transparence, mais qui présenterait un intérêt économique, et ben là, nous, en tant qu'économistes, on n'intervient pas dans la discussion. Hmm. Parce que nous, on intervient en aval, une fois qu'on a décidé de rembourser ou pas. Hmm. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez maintenant nous transposer ça par rapport au cas des anti-CGRP pour qu'on puisse vous suivre? Ouais, Moi, tout à fait. Ouais, ce que ouais, super. enfin, l'appliquer au cas concret, Mm. notamment la question de l'ASMR5. Qu'est-ce qui veut dire cet Ouais, ASMR5? ouais, tout à fait. Donc, euh, les anti-CGRP, ils ont eu un SMR important. Ça veut dire qu'ils ont été inscrits sur la liste des spécialités remboursables, contrairement au lecanemab. Donc, ça veut dire qu'on considère que la balance bénéfice-risque, elle est positive. Ça, de toute façon, ça a déjà été jugé par l'EMA. Alors là, je vais en profiter pour faire apporter une petite précision. L'EMA et la Commission de la transparence, ils regardent la même chose qui est la balance bénéfice-risque, mais ils ne le regardent pas de la même façon. Alors, je pardonne
voilà, je suis pas à la CT, donc je vais peut-être dire des choses qui sont approximatives et je vous prie de m'excuser si c'est le cas. Mais ce que nous, on apprend en général, nous-mêmes et à nos étudiants, c'est que en fait, l'EMA, il regarde juste si les bénéfices dépassent les risques. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques? Alors que la commission de la transparence, il regarde la proportion de bénéfices par rapport à la proportion de risques. Et ils veulent pas juste savoir si c'est supérieur au risque, parce que ça a déjà été jugé, mais ils regardent si la quantité de bénéfices est vraiment plus importante que la quantité de risque. Donc il y a une appréciation différente. Voilà. Donc la balance bénéfice-risque, elle est bonne en fait pour la CGRP, pour les anti-CGRP, et donc on dit on rembourse. Voilà. Et après, par contre, la question, c'est le prix. En fait, l'ASMR, c'est le prix, en fait. Il ne sert qu'à ça. Et le prix, alors, dans le SMR, on regarde uniquement, pardonnez-moi, c'est le deuxième précision, dans le SMR, on regarde que la balance bénéfice-risque par rapport, enfin, tel que défini dans un essai contrôlé randomisé, par rapport au comparateur qui a été choisi. Mais on ne regarde pas par rapport à tous les autres produits qui existent dans la pathologie, dans l'indication. D'accord? Donc on va dire, bah, ce produit, il marche très bien. Donc on l'inscrit, on le rembourse. Par contre, dans la SMR, qu'est-ce qu'on fait? On dit pas seulement est-ce qu'il marche, d'accord? On dit est-ce qu'il marche mieux que ce qui existe. Et c'est ça qui détermine la SMR. Alors la SMR, juste hein, il est évalué avec une note 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est super, 5, c'est le moins bien. 1, 2, 3, c'est des super ASMR et ça garantit des niveaux de prix élevés. Notamment, il y a des règles avec des niveaux de prix européens. Donc ça veut dire qu'en fait, la négociation, elle est un petit peu limitée pour la ASMR 1, 2, 3 parce que ça veut dire qu'on s'engage à ne pas descendre en dessous d'une moyenne des prix tels que fixés dans les pays européens. Par contre, quand on tombe à un ASMR 4, là, ça veut dire qu'on n'est plus tenu par ce qu'on appelle le couloir de prix européen. Donc là, on va pouvoir vraiment négocier sans limite. Et 5, bah là, ça veut dire qu'on fixe de fait le prix des comparateurs cliniquement pertinents enfin, dans l'indication, quoi. Donc 4, il y a encore un peu de marge de manœuvre. Donc un industriel à 4, il peut encore espérer avoir un prix qui sera plus bas que le couloir de prix européen, mais qui peut être quand même plus élevé que les autres médicaments dans l'indication. Alors que 5, il a le même prix que les autres. Donc dans les anti-CGRP, on dit bah il marche. Donc il n'y a pas de discussion, ça marche. Mais ça marche. Il n'y a pas de démonstration euh, de preuve que ça marche mieux que ce qui existe déjà. Donc, ça va être le même prix que le reste. Et en l'occurrence, les autres traitements dans l'indication, c'est peut-être aussi une spécificité de la migraine par rapport à d'autres pathologies. Bah, c'est des produits qui sont très vieux, qui sont complètement génériqués. Donc là, le Mm, prix, il est super bas, quoi, mm, par rapport aux revendications de prix de l'industriel. mm. Voilà. Mais donc à ce moment-là, il y a déjà un choix qui, de fait, est fait vis-à-vis de ces traitements-là. Et est-ce que la commission de transparence, quand elle pose ce choix-là, parce qu'elle sait qu'en ASMR 5, le Ouais. traitement ne sera pas remboursé, est-ce que c'est en Non, conscience? non, il sera remboursé. Enfin, Non, il est remboursé, mais avec un prix très bas. oui, c'est ça, avec un prix très bas et donc avec un coût, du coup, Avec restreint pour le potentiellement l'industriel qui se retire du coup Oui, du marché français. ouais. C'est ça que vous vouliez dire, je pense. Là, en l'occurrence, l'industriel s'est pas retiré D'accord, du ok. marché Oui, français oui. puisque les Ouais, traitements sont ouais, ouais. disponibles, Ouais. mais à un coût, c'est vrai que je l'ai pas précisé, qui est en fonction des molécules en sous-cutané à 245 ou 270 euros par mois. Mm. Donc, de fait, là, dans cette situation-là, euh, la commission de transparence pose un choix, enfin, prend une décision qui a un impact, qui d'une certaine manière, par rapport à ce que vous venez de dire, dépasse la limite de son champ de décision habituel, puisque vous dites que normalement, c'est-à-dire qu'elle entérine la question en fin de compte, en le classant à SMR5. Bah, en fait, le choix qui est fait en France, c'est de négocier le prix sur la base d'une évaluation au départ uniquement scientifique de la valeur ajoutée. Pardonnez-moi, j'emploie un terme complètement
en l'occurrence même vulgarisé, voilà, quel est le bénéfice qu'apporte le traitement par rapport au reste? Et on va dire, est-ce qu'on est prêt à payer plus pour quelque chose qui marche mieux? Oui, Donc normalement, au départ, c'est censé être effectivement, la CT, elle rend un avis scientifique sur cette question. Après, c'est le jeu de la délibération oui, que de comprendre les motifs, que de demander des révisions. Ça, voilà, c'est la discussion scientifique. Et justement, l'idée, c'est de dire, dans la négociation de prix, on doit l'appuyer au départ uniquement sur la démonstration euh, pure de la preuve de la supériorité. Et oui, maintenant, depuis 2012, rentre en jeu la question du ratio coût-efficacité, qui, elle, assume clairement de dire, moi, je ne vais pas regarder que la démonstration de preuve de la supériorité, je vais aussi regarder le rapport entre le prix et... Voilà. Donc, il y a les deux éléments. Mais officiellement, justement, c'est la spécificité de s'appuyer sur une évaluation purement mais clinique. ouais. La question que je me pose, c'est la remise en question de ce premier choix éthique que vous avez identifié au début de votre propos. C'est-à-dire que euh, vous disiez, la France fait un choix éthique qui est, on décide du remboursement d'un traitement quel que soit, enfin, on commence par ce sujet-là et on décide on décide si oui ou non un traitement est remboursé. Mais moi, dans le cas des anti-CGRP, je perçois une forme d'hypocrisie puisqu'on dit oui, on va le rembourser, mais en fin de compte, la suite de la décision euh, Ouais, dit que non, on ne le remboursera pas du tout. Enfin, il sera en tout cas pas remboursé à hauteur qui permettent ce qu'on entend par le remboursement, l'accès à tous. Et est-ce que, du coup, la question, est-ce que ça reste éthique de prendre, de commencer le débat par quelque chose qu'on ne sera pas capable de tenir au bout du compte? Alors d'abord, je voudrais juste préciser que quand j'ai dit c'est un choix éthique, j'ai pas voulu dire que c'était un choix éthique au sens du seul choix éthique possible, parce que en fait, et c'est ce que rappelait Paul Lou, en tant qu'économiste, pour moi, il est aussi éthique de s'appuyer sur le ratio différentiel coût-résultat et de tenir compte C'est du ça. prix. Parce qu'en Oui, fait, on a des ressources, ça je ne l'ai oui, pas mentionné, mais nos ressources sont limitées, les besoins sont exactement. limités, on doit arbitrer, et comme n'importe quel agent Exactement. rationnel, on essaye d'utiliser nos ressources de façon à ce qu'elles permettent de maximiser la santé. Donc, Ouais. pour moi, ce serait aussi éthique, c'est une autre forme Oui, d'éthique. D'accord? exactement. Dans un cas, on s'appuie sur un principe déontologique en Mm. disant dès que c'est efficace, il faut que tout le monde y ait accès. Et Oui, les économistes, nous, on dit non, non, ça suffit pas parce qu'à un moment, ça suffira. Enfin, vous n'arriverez pas à répartir vos ressources comme ça, parce qu'il y aura tellement de besoins et pas assez de ressources, il va falloir quand même prioriser. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs cadres éthiques possibles. En tout cas, le choix français, il s'appuie sur une conception éthique particulière et nous, les économistes, on peut en avoir d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, nous, on dit, bah, vous voyez, effectivement, je suis d'accord avec vous, parce que si après, derrière, en faisabilité, vous n'arrivez pas à tenir, en fait, vraiment le système, parce que vous dites, on rembourse, mais à un prix qui est pas acceptable, effectivement, voilà, on peut dire que là, il y a une forme d'aporie, euh, Mm. et donc il y a peut-être là une discussion à faire rentrer dans Oui. la discussion, peut-être d'autres arguments, d'autres acteurs, et d'autres méthodes comme les économistes. Donc moi, je suis d'accord avec vous de toute façon. Je pense que, il y a plein d'autres pays qui mobilisent aussi le calcul économique pour participer à la discussion et ça présente un certain nombre d'avantages informationnels. Voilà. Donc globalement, je suis d'accord avec vous. Mm. Après, Oui. il y avait un autre point que vous évoquiez, j'essaie de me rappeler. Oui, après, il y a la question de l'implicite, parce que je pense que c'est ça que vous voulez dire, c'est que finalement, la suspicion de certains cliniciens, c'est de se dire, est-ce que, en fait, il y a un discours qui dit on s'appuie que sur la preuve clinique, mais est-ce que la taille de la population cible, est-ce que le prix de la molécule n'impacte pas, en fait, enfin, l'évaluation qui est faite par la CT? Et ça c'est pas mon rôle de dire oui ou non. Ça, c'est un Mm. travail de sociologie, d'observation empirique pour regarder. Parce que la question sous-jacente, c'est que la question que je me pose, c'est finalement, vous disiez, il y a plusieurs cadres éthiques possibles. Et moi, je peux l'entendre complètement, qui est ce cadre, ce qui est ramené, ce que vous amenez, c'est le principe de justice qui était évoqué par Paul Lou en introduction.
euh, ce principe-là, on peut l'entendre, qui se justifie. Mais dans ce cas-là, moi, ce qui m'a gêné dans la lecture du rapport de la CT, c'est sur les traitements anti-CGRP, c'est que moi, je peux entendre cet argument économique, mais j'attendais de ce rapport que dans ce cas-là, ce soit beaucoup plus justifié. Et il y a comme de dire, ben, on peut pas soutenir cet effort-là d'un point de vue financier, euh, et il faut qu'on fasse avec ce qu'on a déjà. Pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais dans ces cas-là, que ce soit enfin, je trouvais que ça prenait pas assez de place dans la justification de ce rapport. Est-ce que vous trouvez que c'est la critique de quelqu'un qui n'est pas suffisamment initié, qui n'a pas lu beaucoup de rapports de la CT, ou est-ce que c'est une critique qu'on peut faire? Je réfléchis parce que je pense que... Alors d'abord, je voudrais peut-être rappeler pour les gens qui sont là et qui connaissent peut-être pas ce qu'on appelle le calcul économique et ses ratios différentiels coût-résultat. Juste peut-être faire un tout petit aparté. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait en économie, quand on nous demande, voilà, est-ce que vous pensez que il faudrait ou pas rembourser un médicament ou mettre en place un programme, en fait, on mesure un ratio différentiel coût-résultat, c'est-à-dire qu'on prend le différentiel de coût, donc le coût d'une innovation A, moins le coût de l'innovation B, et on divise ça par le différentiel d'efficacité, l'efficacité avec A, l'efficacité avec B. Ça nous permet de mesurer le coût qu'il faut consentir à payer pour produire une unité de santé supplémentaire. Donc par exemple, si mon unité de santé, c'est de l'année de vie sauvée, ou alors du QALY, de l'année de vie en bonne santé, ça me dit le coût pour produire une année de vie sauvée supplémentaire en bonne santé. Donc par exemple, avec ce médicament, compte tenu de son efficacité, compte tenu de son prix, ça veut dire que je produis de la santé, d'accord, par exemple, pour 20 000 euros par année de vie sauvée supplémentaire, ou 30 000 euros par année de vie sauvée supplémentaire. Et on tient compte de la qualité de vie parce que, comme je viens de l'évoquer, on utilise une métrique qui s'appelle le QALY, qui intègre en fait la qualité de vie. En fait, on pondère les années de vie sur la qualité de vie. Donc, on peut avoir un traitement qui améliore pas la survie, mais qui améliore la qualité de vie. Et ensuite, on va, nous, hiérarchiser toutes les interventions sur ce même critère. Donc, on pourra dire, OK, bah, en fait, ce traitement, il marche un peu, mais compte tenu du prix qui est demandé, bah, en fait, ça revient à 300 000 euros par QALY. Et à côté, bah, il y en a plein d'autres, ils sont à 20 000 euros par QALY. Donc, bah, nous, en fait, on a un budget limité et Hmm. on pense que c'est pas raisonnable de payer ce prix-là parce que ça veut dire que si vous payez ce produit à ce prix-là, vous allez renoncer à produire plein de gains en santé avec des Hmm. programmes de prévention, Hmm. avec tout un tas de choses. Voilà. Donc, nous, c'est ça notre démarche. Hmm. Et donc, ça permet de mettre en exergue, de dire, et ça simplifie un peu la discussion, en fait, et ça l'apaise, c'est de dire, Hmm. en fait, le prix, il est trop élevé. Le Hmm. labo, il demande un prix trop élevé par rapport à la démonstration de l'efficacité qu'il apporte. Hmm. Hmm. Et donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas le rembourser, mais c'est peut-être au labo de baisser son prix. Ou bien, Hmm. c'est peut-être au labo de revenir avec une autre étude Hmm. pour montrer qu'en fait, il produit plus de santé que ce qu'on pensait initialement. Donc voilà, Hmm. ça c'est, je voulais juste rappeler ça parce que c'est important de, voilà, Et, de dire que et nous, c'est cette ça notre... démarche-là, Ouais. elle est produite aujourd'hui, par exemple, par la La CESP, CESP. la CESP. Donc, D'accord. la Commission d'évaluation économique et de santé publique à la HAS, elle va rendre un avis sur ce ratio différentiel coût-résultat. Donc, voilà. Avec Et ce alors, produit, ça coûte combien par année de vie sauvée ou année de vie en bonne santé? d'accord. Est-ce que Et vous donc, savez si ça dans... permet une certaine clarté quand même Ouais. des enjeux. Et est-ce que vous savez si dans quel était son avis dans le cas des anti-CGRP? Et ben, je suis désolée parce que je ne suis pas allée regarder. Je Moi, je ne l'ai pas pense non pas plus que... Alors, trouvé. aujourd'hui, aujourd'hui en France, tous les produits. Alors, la CESP, elle va examiner certains dossiers particuliers. C'est tous les médicaments pour lesquels l'industriel demande un ASMR 1, 2 ou 3. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut que le labo, il pense que vraiment là, il va apporter un bénéfice substantiel par rapport à l'existant D'accord. et que le produit, il soit associé à un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions d'euros. Ok.
je pense, là j'ai plus en tête, hein, mais je suis pas certaine que le labo pour les anti-CGRP, ils aient D'accord, revendiqué une d'accord. ASMR 1, 2 ou 3. Alors, merci. Je vais plus loin dans mes questions qui rejoignent une question qui vient d'arriver sur le chat et je remercie Mathilde Sauvé pour cette question. Dans le cas des anti-CGRP, un reproche qui a été fait était le type d'études sur lesquelles se sont basées l'efficacité de ces traitements, qui sont des études de traitement versus placebo. Euh, la justification des scientifiques pour expliquer ces études-là, c'était de dire que on a proposé ces traitements en situation d'échec de deux traitements de fond et que c'était donc pas il y avait déjà eu des échecs de traitement et qu'il était légitime de proposer un autre mode d'action. euh, et donc que ça se faisait contre placebo puisqu'il n'y avait pas de molécule qui marchait. L'autre argument est de dire que les traitements actuels aujourd'hui ont des effets indésirables qui sont nettement plus importants que ceux rapportés concernant les anti-CGRP. Et donc, et on parle d'études qui sont faites au niveau international avec des critères qui sont fixés de manière internationale. En France, la HS dit ça suffit pas. Il faut parce que notre modèle est fait comme ça, et vous venez très bien nous l'expliciter. Qui doit évoluer? Est-ce que c'est les critères internationaux ou est-ce que c'est les critères français? Comment on fait pour s'en sortir de cette... On a l'impression d'être dans une impasse, puisque ces études, pour qu'elles voient le jour, il faut qu'elles soient faites de manière internationale. Enfin, ça semble quand même compliqué de relancer une machinerie d'études que pour enfin, franco-française, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment on fait pour se sortir de cette situation? Euh, alors, effectivement, ça, c'est une difficulté de l'industrie. C'est qu'ils font face à différents marchés et il y aura différentes agences et chacune va avoir des doctrines et, et il y a une sorte d'histoire quoi, du Hmm. développement et d'histoire aussi de la négociation qui s'est faite au moment de l'EMA sur l'indication, qui va limiter les marges de manœuvre ensuite des agences qui vont discuter du remboursement. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté, mais après, les agences, elles n'ont pas non plus des doctrines complètement différentes, hein. Donc que Hmm. l'agence française, anglaise ou allemande aboutissent à des préconisations en termes de design d'essai très différents, c'est quand même pas forcément très fréquent. Enfin, je veux dire, Hmm. après, euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais ensuite souligner que il y a quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, et moi je l'ai fait pour les anti-CGRP. Vous savez que les décisions de la Commission de la transparence, en fait, elles sont prises au terme d'une délibération, que la délibération, elle est publique dans le sens où vous avez une retranscription sur le site de la Hmm. HAS de l'entièreté des débats. Donc ça, c'est juste pour revenir sur la question de y a-t-il eu un implicite lié au prix? D'accord? C'est intéressant de regarder quand même tous les arguments qui ont été déroulés et on peut comprendre quel a été l'argument qui a fait tourner d'un côté et de l'autre. Et en l'occurrence, par exemple, sur les anti-CGRP, j'ai regardé la retranscription, c'était pas évident hein, qu'on arrive à une ASMR 5 et pas à une 4, hein. Quand vous regardez, vous voyez que jusqu'au bout, voilà. Donc ça veut dire que la CT elle-même était divisée, a hésité, etc. Donc ça, je voulais juste mentionner ce point-là. Hmm. Les avis de la CESP aussi, hein. Tous les avis de la HAS, des commissions réglementaires, ont une retranscription. C'est super intéressant Hmm. pour la transparence du débat. Donc moi, Hmm. j'inviterais déjà, hein, quand on dit comment les neurologues peuvent expliquer, comprendre et expliquer, bah déjà, enfin, je pense que quand on est intéressé par un sujet, on devrait tous aller regarder ce qui s'est joué, quoi. Hmm. Et c'est nominatif en plus. On sait quel expert a dit quoi. Euh, voilà. Alors après, sur les anti-CGRP et sur cette question que vous évoquez, c'est vrai que c'est moi-même en lisant toute la vie hein, et en lisant la retranscription, je comprenais qu'on avait un paquet de nœuds parce qu'en fait, et je ne vais pas rentrer dans la discussion méthodo parce que c'est pas du tout ma compétence et,
Et puisque là, on est vraiment sur la question de la méthodologie de l'essai clinique, c'est que là, en fait, on a une forme, moi, ce que je comprends de loin, hein, c'est qu'on a une confusion, on a une forme d'ambivalence entre le comparateur et le choix de la population de l'indication. C'est-à-dire que au lieu de traiter les comparateurs en disant on va comparer les anti-CGRP versus toutes les alternatives ou certaines, on va dire en fait on va prendre une population qui est déjà en échec de celle-ci et on va regarder pour cela. Voilà, donc en fait il y a une forme de coïncidence entre d'un côté la question du comparateur et de l'autre la question de la population. Et après, pour résumer super simplement, bah et c'est ce qui a été discuté en fait dans la CT, c'est en fait échec de deux traitements. Et alors là, c'est là que, pardonnez-moi, je mobilise mon expérience patient. Une migraine, les gens migraineux, ils sont migraineux toute leur vie. Des traitements de fond, on peut en essayer plus que deux, hein, avant d'arriver à se dire, OK, en fait, il n'y a rien qui marche, donc je vais prendre le traitement qui est sous injection à plusieurs centaines d'euros. Voilà. Donc forcément, en fait, la question là, elle était sur le design de l'essai. Voilà, le design de l'essai. Et là, je vais parler en tant qu'économiste. Vu le prix, qui n'est pas négligeable, vu la taille de la population, vu la durée, je pense que le design n'était pas suffisamment robuste et n'était pas conçu de façon à résister, d'accord, au challenge que représente le fait d'allouer des ressources de cette ampleur. C'est-à-dire que Mm. quand vous voulez allouer des ressources de cette ampleur, c'est-à-dire la somme, hein, je multiplie mes migraineux par le prix des injections, d'accord? Que ça, c'est des ressources publiques qui, utilisées ici, ne sont plus mobilisables ailleurs. Ça veut dire plus mobilisables ni dans la santé, ni dans le cancer, ni dans l'Alzheimer, ni dans le secteur de l'éducation, ni dans les secteurs de l'environnement, ni dans la sécurité, etc. Bah, pour être capable de justifier de l'allocation de ces ressources, il vous faut un essai clinique béton. Et il faut Mm. une démonstration sur un outcome euh, qui, euh, qui est très significatif, c'est-à-dire le choix de l'outcome, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, par exemple, en tant qu'économistes, on choisit bah, la qualité de vie, la survie, la qualité de vie. Parce que Mm. la réduction du nombre de crises, vous voyez, Mm. enfin, quand vous êtes en face d'une concurrence super forte dans l'allocation des ressources, et ben voilà. Je sais pas si je Mm. suis claire. Non, non, vous êtes clair. Forcément, on a envie de répondre beaucoup de choses, mais je pense qu'on a le temps. Je vois l'heure, Ouais, l'heure ouais, voilà. qui passe, et je crois que vous avez déjà éclairé beaucoup de choses sur ce sujet-là. Euh, je vous Ouais, propose qu'on passe au sujet suivant. J'espère ne pas créer trop de frustration dans ok. notre auditoire, mais normalement, on va On essayer aura de du temps pour dégager les un temps questions de peut-être. questions pour la suite aussi. Est-ce que Paul Lou voulait prendre la parole maintenant ou est-ce qu'on continue? On peut continuer, on peut Ouais. continuer. Alors, la, une deuxième question que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, qui, comme neurologue, nous pose des questions éthiques, c'est la question de la pénurie des immunoglobulines. Donc, il s'agit d'une thérapeutique que nous utilisons, nous, comme neurologues, dans plusieurs indications, particulièrement pour les maladies du système nerveux périphérique. Et il s'agit de traitements qui peuvent chez certains patients être utilisés de manière chronique ou en aigu et qui peuvent sauver la vie de certains patients. On pense au polyradiculonévrite aigu, le Guillain-Barré. Ils servent également dans d'autres spécialités médicales, ce qui a amené à des besoins qui ont nettement augmenté ces dernières années, notamment en hématologie et en oncologie. Alors, euh, je, sur cette question-là des immunoglobulines, en France, se pose une question structurelle qui est la problématique de la production des immunoglobulines. Donc, il y a d'abord l'EFS qui collecte le sang, cette structure-là fait elle-même face à certaines difficultés de collecte d'un point de vue structurel. Puis ensuite, s'en réfère
LFB qui, lui, va gérer la production. Donc, cette production a quasiment triplé depuis l'ouverture d'un site à Arras en 2024 ou 25, si je ne me trompe pas. Euh, mais malgré tout, ça ne permet de couvrir à peu près qu'un tiers des besoins en France. Donc, on ne traitera pas aujourd'hui de cette question de la collecte, enfin plutôt de la production et des limites de ces systèmes de production en France, mais plutôt de la question de la collecte et de la question qui a trait au don et des modalités du don. Donc, du fait qu'on ne puisse aujourd'hui couvrir qu'un tiers de nos besoins en immunoglobulines, on a recours à une production étrangère. Une production étrangère qui ne répond pas aux mêmes impératifs que s'est fixé la France sur les modalités de don, et notamment la question de l'indemnisation ou de la rémunération en fonction de la manière des termes qu'on emploie concernant le don de sang et en particulier le don de plasma pour la réalisation pour la production des immunoglobulines en sachant que le don de plasma requiert une implication qui est un petit peu différente du don de sang classique, puisque c'est plus long et il y a moins d'aisance que le don de sang comme on le connaît. Donc, se pose ici une forme de paradoxe qui est de se dire on s'impose des règles de collecte en France qui, pour une part, contraignent cette collecte et peuvent induire une pénurie, peuvent expliquer en partie la pénurie. Et pour autant, on accepte la venue d'immunoglobulines de l'étranger où les patients bénéficient, n'ont pas du tout les mêmes règles. Et d'ailleurs, c'est même pas une question qui est posée sur le type de produit qui est importé, sur les modalités de collecte de ces immunoglobulines. Et donc, je voulais vous poser comme première question quels sont les fondements éthiques de l'impératif de gratuité du don qui est fixé en France. Euh, et, et la question qui viendra ensuite, c'est est-ce que comment est-ce qu'on justifie ce paradoxe-là aujourd'hui? Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça mérite de poursuivre nos questionnements? Il y a des comités éthiques qui se sont penchés sur la question, notamment le CCNE, et qui produisent des avis différents. Donc la question est ouverte. Merci. Bah, je pense que c'est un sujet sur lequel on sera peut-être plus rapide que le précédent parce que il est plus circonscrit en termes de concept. Et je le connais certainement moins, donc, mais tant mieux, ça laissera le temps aux échanges ensuite. Je vais simplifier un peu les choses à outrance. Euh, En fait, en France, on a un principe de non-marchandisation du corps. Donc ça, c'est un principe, c'est un choix éthique que l'on fait. Euh, et en fait, il s'appuie sur l'idée que, en fait, vous savez, en bioéthique, on a une grille qui est très simple, hein, qui est les quatre principes de bioéthique, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice, qui est mis en avant par Beauchamp et Childress. Et on dit, voilà, normalement, tout le monde est d'accord sur les quatre principes. Les conflits éthiques, ils émergent quand on ne peut pas respecter les quatre principes en même temps, qu'il faut choisir de sacrifier un principe pour un autre. En l'occurrence, il me semble que la gratuité du don du sang, elle se justifie au nom du principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que des gens, parce qu'ils auraient besoin d'argent, iraient donner leur sang, comme ils iraient donner d'autres parties de leur corps, euh, en dépit de leur volonté profonde. Voilà. On a peur que l'argent incite les gens à faire un choix qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient libres. Donc c'est vraiment un principe éthique de protection de l'autonomie et de protection des plus précaires qui sont évidemment encore plus à risque d'aller donner leur sang en dépit de leur volonté profonde parce que bah, la pression du quotidien est telle que ils vont le faire pour gagner 100 euros, quoi.
le choix de privilégier l'autonomie, il va induire un sacrifice, qui est celui de la bienfaisance pour les patients qui ont besoin de sang. Donc la question, c'est aujourd'hui, on a fait le choix de privilégier l'autonomie sur la bienfaisance. Jusqu'à quand on va rester sur cette position, sachant qu'on peut évoluer. Hein, on peut se dire au bout d'un moment, bah, le sacrifice de bienfaisance pour les patients devient tellement important que on décide de prendre le risque de sacrifier l'autonomie. Voilà, donc ça, ce sera un choix continu hein, qu'on fait nous en France et que ne font pas d'autres pays. Alors, sur les choix de bioéthique, et Paul Lou pourra compléter, mais en fait, on voit qu'en Europe, alors même qu'on partage une union monétaire et une union réglementaire, sur des questions de bioéthique profondes, il y a des très grandes divergences. Ouais, c'est le cas notamment sur la propriété du corps humain. Voilà, on n'a pas les mêmes pratiques de PMA, de GPA, etc. C'est le cas sur pas mal d'autres sujets. Et donc, même avec des pays très proches, on n'a pas les mêmes positions. Alors, voilà, donc ça c'est le premier point. Alors ensuite, par contre, d'aller acheter aux autres pays ce que nous on n'autorise pas en France, bah il n'y a aucune justification éthique à le faire. Enfin, je vois même pas comment est-ce qu'on peut, voilà, sauf à considérer qu'on a un devoir moral uniquement vis-à-vis de nos concitoyens, et par contre, on n'a pas de devoir moral au-delà de nos frontières. Donc ça pose des questions d'éthique globale, mais voilà, normalement, ça, je vois pas vraiment très bien comment est-ce qu'on peut justifier ça sur le plan éthique. Hein. Et puis en plus, sur le plan économique, on le paye peut-être, je sais pas quels sont les prix, mais on le paye peut-être plus cher. Donc en plus, là, ça soulève un problème de justice parce que bah, ces ressources qu'on a consacrées pour les acheter ailleurs, elles sont... Voilà, donc ça, sur le plan éthique, voilà, il y a un arbitrage qui est fait, qui est un choix collectif sur lequel on peut revenir. C'est un débat, me semble-t-il, continu. Alors après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de dire, nous, économistes, comment on peut contribuer à cette discussion? Et je vais reprendre les propos d'un collègue qui s'appelle Jean-Claude Dupont, qui travaille maintenant à l'Institut Pasteur. Je vais reprendre sa formule qui a été compenser sans inciter. C'est-à-dire que on peut aussi, nous économistes, et je reprends aussi des propos qui avaient été tenus par Florence Juzeau, qui est une collègue économiste. Nous, ce qu'on va dire en tant qu'économiste, c'est OK, c'est très bien de vouloir respecter l'autonomie en ne payant pas les gens. OK, mais là, en fait, pour quelqu'un, pour lui, en fait, donner son sang, c'est coûteux. Pour un économiste, il dira c'est coûteux parce que ça prend du temps et le temps, ça a une valeur économique. Donc aller dans le centre, consacrer du temps, etc., payer du temps de transport, ne pas passer ce temps en famille, ne pas passer ce temps au travail, en fait, ça représente un coût. Donc c'est là qu'on peut peut-être trouver quelque chose qui est peut-être un juste milieu en disant, bah, en fait, à minima, il faudrait que le donneur, il soit en indifférence. C'est-à-dire que, en fait, pour lui, en termes de bien-être, c'est notre façon de raisonner, c'est indifférent donner, pas donner. Pourquoi? Parce que j'ai donné une somme monétaire qui, en fait, représente à peu près le coût de temps et d'effort que ça lui a pris. Et là, on a des outils en économie où on peut mesurer quel est exactement le niveau qui permet éventuellement d'être dans cette forme d'indifférence. Donc ça, c'est un premier point. Alors, évidemment, on va avoir des problèmes parce que la valeur de notre temps n'est pas la même en fonction de notre revenu. Hein. Donc là, on a des petits soucis. Donc là, ça peut être des questions économiques et puis on peut décider que voilà, enfin là c'est des discussions passionnantes qu'il faudrait ouvrir. Ça c'est un premier point. Donc je pense qu'on peut aller quand même vers quelque chose qui continuerait de respecter le principe, enfin le raisonnement français, mais en indemnisant, au moins en compensant, de sorte que eh bien on ait une forme de voilà de compensation du temps passé. Ça c'est un premier point. Mais le deuxième point que je voudrais souligner grâce à cette discussion qu'on allait avoir qui m'a amené à réfléchir, c'est que je pense que globalement, il faut aussi réouvrir la question de savoir pourquoi les dons sont pas suffisants et, et les réouvrir au 21e siècle, en 2026, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a vraisemblablement d'abord des évolutions dans la valeur du temps qui a certainement augmenté. C'est-à-dire les salaires augmentent, donc le coût du temps passé augmente. Donc, ça veut dire le sacrifice que je vais aller à l'EFS pour me faire prélever, etc. Donc voilà, il est possible que au fur et à mesure, la,
les sociétés évoluent et donc les gens soient de moins en moins incités à les donner parce que ça leur coûte vraiment cher. Et puis il y a une enfin, l'augmentation de la productivité au travail, la numérisation qui amène aussi un rapport à l'espace différent. Donc je pense qu'en fait, il y a aussi à réouvrir complètement la question. Et là, j'aurais tendance à dire, pour moi, c'est un travail HAS ou IPP, Institut des politiques publiques, ou un travail de recherche pour dire, en fait, il y a peut-être des nouvelles formes d'organisation qui sont beaucoup plus pertinentes parce que, voilà, aujourd'hui, aller se rendre dans un centre, bah, c'est quelque chose qui est peut-être devenu inadapté, inefficace. Mm. Voilà. Donc je pense qu'il y a, et je ne sais pas de quand date une dernière forme de saisine pour réévaluer toutes les modalités, pour aller chercher Mm. du sang là où il est, dans une façon qui est efficace. Je l'entends efficace comme un dépistage peut être efficace, vous voyez ce que je veux dire, en se disant bah, quels Mm. sont les modes de vie des gens et comment Mm. est-ce qu'on peut faire pour accroître la probabilité que les gens le fassent. Mm. En tout cas, il y a eu l'avis récent du CCNE qui réaffirmait la volonté de gratuité, mais qui, en effet, reposait la question des modalités de collecte, comme vous le dites actuellement. C'est ça. Euh, et donc, d'une certaine manière, ce que vous ouvrez, c'est qu'il y a on peut envisager la question de l'indemnisation d'une Ouais, je manière pense. éthique. Ouais, Euh, ouais, je pense qu'on peut. Et là, les économistes, ils peuvent mobiliser leurs outils. hmm, Rien qu'en y réfléchissant, voilà, si vous dites, bah, le temps passé, et c'est ce qui se passe dans les essais cliniques en fait, hein, dans les essais, dans la hmm, recherche clinique, c'est ce qu'on fait. hmm, On indemnise les patients qui acceptent de rentrer dans des essais cliniques et on fait très attention à ce que l'indemnisation ne soit pas une incitation. Mais parce mhm, qu'on considère que le temps que le patient va passer en fait à aller répondre, aller faire les visites, etc. Tout ça, sinon, c'est un coût et ça veut dire qu'on lui demande hmm, à lui de payer ce coût. hmm. Et Ouais, nous, c'est ça. économistes, comme on est cynique, on dit, si attendez, si vous demandez aux gens, non pas seulement de le donner gratuitement, mais en fait de payer par leur temps, Hmm, bah, là, en fait, oui, ils le font pas, c'est logique, en fait. Parce qu'ils hmm, sont tous pris dans leur quotidien, dans leurs enjeux. C'est pas qu'ils hmm, sont pas généreux, c'est qu'ils, enfin, comment dire, hmm, et leur générosité ne va pas jusque-là. hmm. Je vous Et remercie. voilà. Mm. Euh, Je pense pas qu'il y ait... Enfin, en tant qu'économiste, je vois pas trop de... Alors, voilà, si j'étais une économiste très, 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 très orthodoxe, je vous dirais qu'il faut payer les gens pour qu'ils le fassent, mais je respecte parfaitement voilà, la position française, même si hmm. j'en souligne les conséquences qu'il faut assumer derrière. Oui, et puis une forme d'hypocrisie Et de ça, se par contre, fournir elle me auprès semble de inacceptable. pays qui se sont organisés autrement. Euh, Ça me semble inacceptable, effectivement. ouais. Euh, merci.